les chefs de tous les mouvements de résistance se réunirent en pleine occupation allemande et constituèrent le Comité national de la résistance. Jean Moulin présidait cette première réunion clandestine. Le 27 mai 1943, nous étions réunis dans cette salle sous la présidence de Jean Moulin. Au travail, mes camarades, nous avons été les camarades de combat, nous serons aujourd'hui les camarades de la construction française. En 2011, la famille de Louis Saillant nous contacte pour nous dire qu'elle a retrouvé des papiers chez elle. Il s'est avéré que ces papiers étaient des papiers qui concernaient le Conseil national de la résistance, dont Louis Saillant avait été le dernier président. Nous avons examiné les papiers, il s'agissait de 136 liasses, donc une quantité considérable, et nous nous sommes rendus compte que ces documents concernaient les activités du CNR à la Libération. Donc le CNR, on le sait tous, est l'organisme qui a coordonné les mouvements de la résistance française. Donc l'histoire en est connue, mais moins pour ce qui concerne les activités à partir de la Libération. Oui, alors la découverte des archives, c'est tout simple. On ne savait pas qu'elles existaient et il y a qu'en 2008 qu'on les a découvertes à la suite d'une réfection de toiture dans un pavillon à Lagny, un pavillon qui était l'habitation de Louis Saillant depuis 1950. Ces documents sont inespérés, donc ces archives, ces nouvelles archives sont à étudier, à explorer. C'est une vraie manne pour les historiens. C'est ici que s'est formé le premier noyau de l'unanimité résistante. Et c'est pourquoi le chef du gouvernement a dit « Si la France a pu participer à la victoire, c'est parce que tous ces combattants, oubliant leurs divisions et leurs divergences, n'ont mené qu'un seul combat. » Ce Conseil national de la résistance, donc, qui est créé en mai 1943, est le résultat de très nombreuses discussions et de tâtonnements et de lancements suivis de retraits. Ce n'était pas simple de concevoir un organisme qui allait s'appeler dans le texte en mai 1943 « embryon de la représentation nationale ». Ce n'était pas simple à concevoir dans la clandestinité, d'abord pour des raisons matérielles, de difficultés de contact et de communication, mais aussi parce qu'il fallait imaginer un organisme complètement nouveau qui n'avait jamais existé dans l'histoire de France, qui jusque-là, en termes d'histoire de la démocratie et de la représentation, se faisait sur la base du suffrage universel. Et donc supposait la liberté qui n'existait plus en France depuis 1940. Et pourquoi est-ce compliqué? Parce que d'emblée, le premier projet de comité national de la résistance, c'est déjà le printemps 1942, donc un an plus tôt. Et d'emblée, l'idée, c'est que ce comité doit réunir les forces différentes de la résistance. Mon père, Louis Saillant, avait les contacts avec Moulin bien avant 1943. Il avait des contacts avec Moulin dès 1942, puisqu'il était en contact avec Manès et avec Meunier, qui étaient les secrétaires de Moulin. Et il les a rencontrés, dit-il, lui, et je crois que Moulin avait compris qu'il était l'homme qu'il fallait. Il était socialiste, il était à la CGT, il avait activé la CGT une fois qu'il est rentré de l'armée. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'il faut s'unir alors qu'on est différents, voire opposés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le projet de 1942 n'a pas abouti. Il y a deux raisons. La première, c'est que c'était trop nouveau et que la mouvance syndicale socialiste, la CGT non communiste, qui avait promu le projet avec un syndicaliste d'origine, au contraire CFTC, Yvon Moranda. Ces syndicalistes qui avaient conçu le projet se sont heurtés à l'opposition de Jean Moulin, qui déjà représentait De Gaulle en France, et qui considérait que le risque qu'il y avait de faire revivre les familles politiques françaises dans la clandestinité était un risque de division de la résistance plutôt que d'unification. Et à cette date-là, donc au printemps 1942, la résistance non communiste n'était pas reliée avec la résistance communiste. Et donc là, il y avait plusieurs oppositions.
il y avait en fait un manque d'imagination sur ce que représentait la situation nouvelle, qui faisait que les oppositions partisanes étaient devenues secondaires par rapport à l'enjeu de libération nationale. Et le projet donc, de 1942 n'a pas eu de suite. Les communistes sont exclus de la CGT en 1939 en raison du pacte germano-soviétique et ainsi de suite. Bon, donc on revient en 1939 sur la division syndicale qu'il y avait eu avant 1935, avant 1936. On a d'un côté ce qu'on appelle les confédérés, Louis Saillant en est un, et puis de l'autre côté on a ce qu'on appelle les anciens unitaires, en gros les communistes. Saillant est du côté des confédérés, mais la CGT va être très vite interdite par le régime de Vichy et par un ministre qui était un ancien dirigeant de la CGT, Belin. Hein, bon, c'est compliqué, qui devient ministre du Travail de Vichy et qui, à peine installé, va signer la dissolution de la CGT. Mais les confédérés n'acceptent pas cela. Dès le début de la guerre, Saillant va s'occuper avec d'autres de ce qu'on appelle les activités légales du syndicalisme, puisque seules les confédérations ont été dissoutes par Vichy en 1940. Mais il existe une structure qui mêle des dirigeants de la CGT confédérée et de la CFTC, et c'est une sorte de vitrine légale, mais qui va servir dès le départ à animer des activités illégales, des activités de réseau, dans laquelle Saillant va jouer un rôle très important. Et c'est aussi d'ailleurs là une des infrastructures du réseau Libération Nord qui va être constitué, un des grands mouvements de la résistance, avec ses amis socialistes, puisque Saillant est à l'époque réputé socialiste. Il a été longtemps militant socialiste, mais dès l'avant-guerre, il commence un peu à prendre ses distances avec la SFIO, mais enfin son réseau de sociabilité politique se trouve tout de même de ce côté-là. Et donc entre l'activité à Libération Nord, ce comité légal d'études sur le syndicalisme, qui produit des études et qui produit surtout un bulletin de liaison entre les syndicalistes, tout ça va servir à structurer une activité illégale. Et ils vont établir un manifeste qui, en quelque sorte, signale les règles d'un syndicalisme libre, qui est le contraire du syndicalisme que Vichy veut mettre en place. Et donc, dès ce moment-là, on peut dire que Saillant est dans l'opposition à Vichy. Et il joue un rôle très important autour de Jouhaud, qui va être arrêté, et autour des plus proches de Jouhaud, comme Robert Bautreau. Et en 1943, quand se négocie à nouveau le rapprochement entre les confédérés et les unitaires, c'est au domicile du beau-père de Saillant, au Perreux, que se tient une réunion qui débouche pas, comme on l'a dit, sur un accord, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de signé, mais qui pose les bases de la réunification des confédérés et des unitaires. Et il y a 4 participants, et Saillant est avec Bautreau le représentant des confédérés. C'est dire qu'il a un rôle éminent. Cette réunification syndicale ne nous éloigne pas du CNR, au contraire, elle nous en rapproche. Cette réunification est mise en place, préparée en avril 1943. Le CNR est créé en mai 1943. Et incontestablement, le rapprochement des confédérés et des unitaires a facilité la tâche de Jean Moulin pour réunir dans le CNR des mouvements et des organisations qui étaient jusque-là assez éloignées les unes des autres. Pour la première fois, le général Giraud rencontre le président Roosevelt. Successeur de Darlan à la tête du Haut Commissariat de la France pour l'Afrique, Giraud a refusé de s'incliner devant les nazis. 2 fois, il s'est échappé des prisons allemandes. Ces entretiens avec le président Roosevelt ouvrent la voie à une collaboration complète de l'Afrique française avec les Nations Unies.
ce qui a accéléré les discussions et qui a fait changer d'avis Jean Moulin, qui avait un rôle déjà important, c'est la libération de l'Afrique du Nord par les Américains et le fait que les Américains avaient mis en selle, en Afrique du Nord, le dauphin de Pétain. Et donc, il apparaissait que la libération de la France allait se faire à l'enseigne de Pétain, si vous voulez. Ce qui est évidemment, alors là, clairement inconcevable pour les résistants, qui par ailleurs, depuis l'origine, avaient l'idée de refaire une nouvelle France à la libération. La résistance est un mouvement double, la résistance française est un mouvement double, c'est pas le cas partout, de rejet de l'occupant, mais aussi de préparation d'une nouvelle France. Et cette manière qu'ont eu les Alliés de faire penser que la libération de la France pouvait se faire à l'enseigne de l'idéologie pétainiste a soudé les résistants et a fait réagir également Jean Moulin, y compris le général de Gaulle, mais lui, pour des raisons peut-être moins politiques que directement stratégiques, c'est-à-dire que lui considérait qu'il représentait la France démocratique et que par conséquent ce qui se passait à Alger était nul et non avenu. Et il avait besoin, pour convaincre les Américains, de montrer que les opinions françaises étaient derrière lui. Et si vous voulez, cette conjonction, à la fois venant de Londres, venant d'Alger par réaction et opposition, et venant de l'intérieur du territoire métropolitain, a permis que s'enclenche, dans les premiers mois de 1943, la dynamique qu'elle ait créée, le Conseil national de la résistance. Et cette créature, le CNR, est en effet complètement atypique dans l'histoire politique française, parce qu'elle réunit des mouvements de résistance, on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Ils s'appelaient déjà les mouvements de résistance. Mais on ne savait pas ce que c'était un organisme sui generis. Et donc avec ces mouvements de résistance, siègent des partis politiques. Là on savait ce que c'était, mais ils étaient discrédités. Le régime de la Troisième République, qui est celui d'un régime parlementariste qui compliquait fortement le gouvernement de la France, avait fini par discréditer les partis. Et une bonne partie de l'opinion résistante était anti-parti pendant longtemps. Donc, pour les mouvements de résistance, s'adjoindre des partis politiques, c'était problématique. Mais là, c'était parce qu'il fallait faire savoir à l'étranger, enfin chez les Alliés, que les différentes tendances de l'opinion française étaient favorables à la résistance. Ces sièges étaient composés donc de toutes les tendances de partis politiques, sauf la droite qui était très à droite avant la guerre, qui était représentée par le Parti social français. Donc ce parti ayant soutenu Pétain n'était pas représenté. Sinon il y avait les communistes, les socialistes, les radicaux, les démocrates chrétiens, et les deux droites libérales de l'époque, la Fédération républicaine et l'Alliance démocratique. Et la troisième composante du CNR, ce sont les syndicats qu'on appelait à l'époque les syndicats ouvriers, c'est-à-dire les deux tendances de la CGT, communiste et non communiste, la CGT qui était réunifiée et la CFTC. Et tout ça était présidé par Jean Moulin, qui était le représentant du général de Gaulle. Et donc, ils ont siégé ensemble. À très peu d'occasions, c'était trop dangereux. La première occasion, c'était la réunion fondatrice, inaugurale, qui a eu lieu dans une pièce qui était plus petite que celle-ci, où ces hommes, parce qu'il n'y avait pas de femmes, étaient serrés les uns contre les autres autour d'une table. Et c'était au premier étage, donc on pouvait s'échapper par la cour, par la fenêtre au besoin. Cette structure comprenait peu de personnes, puisqu'il y avait 16 sièges. Enfin, siège, c'est un grand mot. Le CNR n'a jamais siégé dans la clandestinité, enfin sinon assis sur des strapontins dans de petites pièces dont on pouvait s'échapper facilement. C'est dans une atmosphère extrêmement émue que se réunit aujourd'hui le Conseil national de la résistance française, et le premier, M. Louis Saillant, prend la parole. Messieurs, le 27 mai 1943, nous étions réunis dans cette salle sous la présidence de Jean Moulin. Je pense que, avant même de dire quoi que ce soit qui évoquera ce souvenir, en pensant à notre président fondateur,
nous devrions les uns et les autres observer la nuit du ciel. C'est unique en Europe, hein. Cet organisme qui réunit aussi largement. Et l'idée, c'est ensuite de décliner ce conseil, parce qu'il faut que ça pénètre dans le pays. Il ne faut pas que ça soit un objet, un organisme de sommet. Et donc, il faut que cette unité de la résistance que symbolise le CNR, elle pénètre et elle devienne la règle dans tout le pays. Donc, l'idée va être de créer des comités départementaux de libération qui unifieront la résistance au niveau départemental et qui en même temps, et là les CDL auront une fonction que n'a pas le CNR, les CDL seront reconnus comme des organes consultatifs dès la libération obtenue. Alors les CDL se créent sous l'occupation, plus ou moins vite, parce que c'est quand même la clandestinité. On pense à un tel pour le CDL, et puis il est arrêté, il tombe, et ainsi de suite. Donc il faut sans arrêt se remettre à l'ouvrage. Donc la constitution des CDL prend du temps, mais le CNR supervise et sert de modèle. Les CDL doivent être constitués, en gros, sur le même format, alors à l'échelle départementale bien sûr, que le CNR. Et ça va même plus loin, puisque ça doit se diffuser jusqu'au niveau local, et on voit aussi se constituer, mais là ça sera juste avant la libération que la plupart se mettront en place, des comités locaux de libération. Réunir dans une seule structure des syndicats, des partis politiques et des organismes non identifiés qui s'appelaient des mouvements de résistance, c'était un travail de l'imagination. Ça ne pouvait s'inscrire en rien dans le passé politique de la France. Et ce travail de l'imagination, il s'est fait aussi parce que ces différentes composantes partageaient un très fort nationalisme, une très forte fierté nationale qui peut étonner aujourd'hui, mais qui a servi, si vous voulez, de ciment qui a permis le conglomérat. S'il n'y avait pas eu cette composante, les oppositions n'auraient été, je pense, pas surmontées. C'est un bureau restreint qui se réunit avant la libération. Et Saillant est dès le départ membre de ce bureau restreint, et il représente dans ce bureau tout le secteur syndical. Il représente la CGT, il représente aussi la CFTC, et il représente le Parti socialiste. Donc il est, d'une certaine façon, le représentant, on va dire, de la gauche non communiste au sein de ce bureau. Donc c'est dès ce moment-là un personnage important. Le premier président du CNR, c'est Moulin. Bon. Moulin est arrêté, et ensuite c'est Bidault qui va devenir président du CNR jusqu'à la libération de Paris. Les résistants français, pas tous naturellement, mais pour la plupart, et dans la plupart de leurs tendances organisées, voulaient faire une France nouvelle. C'était le terme. C'était la rénovation de la France. Pour certains, c'était même une révolution. Et c'était en tout cas la réforme. Donc le CNR est fondé le 27 mai 1943. Dès l'été 1943, dès le mois de juillet 1943, le CNR commence à discuter d'un programme pour l'après-guerre. Donc c'est immédiat, si vous voulez. Donc des versions successives sont discutées jusqu'à l'adoption le 15 mars 1944 d'un programme dit aujourd'hui du CNR, mais qui à l'époque s'appelait simplement Programme d'action de la résistance. Et pour arriver à ce résultat, vous voyez, de juillet 1943 à mars 1944, ça fait à peu près 9 mois. Ce ne sont pas 9 mois de discussion ininterrompue, on est dans la clandestinité, la discussion est très difficile, les communications sont également dangereuses, mais on a une série de manuscrits qui montrent qu'il y a une continuité. Au début, le premier programme proposé émane de la mouvance socialiste et il est assez frappé au coin de l'idéologie socialiste. Et là, elle provoque le refus de la droite, qui est représentée au CNR. Elle provoque aussi le refus des communistes parce que les communistes voient que si on veut obtenir l'unanimité, qui est porteuse, qui est fédératrice, il ne faut pas trop marquer les angles. Et donc le premier projet est enterré. Il y a un deuxième projet
en septembre qui émane de la CGT, donc CGT réunifiée, mais qui n'est pas très complet, qui, comme c'est logique, porte surtout sur les droits des travailleurs. Mais ça n'est pas un programme complet, si vous voulez, un programme politique. Et au mois de novembre, c'est le Front National, qui était donc l'organisation créée par le Parti communiste, qui reprend l'initiative, propose un projet très modéré politiquement, plus modéré que le programme socialiste. Et finalement, c'est sur la base de ce projet du Front National qu'on discute. Et progressivement, chacun met un peu de ses opinions, et on arrive, après quelques chaos et disputes, on arrive à un programme accepté par toutes les tendances, sachant que les deux représentants des droites au CNR ont accepté par volonté de marquer l'union nationale contre l'occupant. Et c'est là que la dimension nationaliste joue un rôle. Ils n'ont pas accepté par conviction. Mais malgré tout, ce programme, on a les papiers clandestins là-dessus, il est accepté à l'unanimité de toutes les tendances, de la résistance, des partis politiques et des syndicats. Et c'est ce qui fait son originalité dans l'histoire de la résistance européenne et ce qui fait aussi sa force. L'homme qui fit le plus pour atteindre les objectifs de De Gaulle fut celui qui réussit à unifier les différents groupes de la résistance, Jean Moulin. Sa photo célèbre, prise avant-guerre, symbolise pour les Français l'essence même de la résistance. En 1940, il était préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Il refusa de signer un document établissant que des villageois de Saint-Georges-sur-Eure avaient été tués par des soldats sénégalais de l'armée française, alors qu'ils avaient en réalité été tués par des Allemands. Il fut emprisonné et torturé. Redoutant de mourir sous la torture, il se trancha la gorge avec un morceau de verre, mais survécut et finit par être relâché. Prend contact avec les principaux mouvements de zone sud. Jean Moulin constate l'ampleur du travail réalisé par les premiers résistants, mais il prend aussi conscience de leur cruel manque de moyens. Fin 1941, il décide de se rendre en Angleterre afin d'obtenir de l'aide. À l'époque, De Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. L'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France. C'est la mission Rex. Il réussit à persuader trois des principaux réseaux de la résistance en zone libre, le réseau combat d'Henri Freinet, le réseau libération d'Emmanuel Dastier et les FTP communistes de Jean-Pierre Lévy, de travailler ensemble sous le titre de Mouvement uni de la résistance. La partie militaire de ce mouvement fut baptisée l'Armée secrète, conduite par le général Delestrin qui fit allégeance au général de Gaulle. Dans la zone nord, pas moins de 16 organisations s'unifièrent sous la bannière du Conseil national de la résistance, le CNR. Le 21 juin 1943, Jean Moulin fut capturé à Lyon par la Gestapo et finit par mourir entre ses mains. Comme le dit mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes mains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres.
Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais... Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité. Puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.